Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par le PRST4 sur le DERP. Il va être bientôt 11 heures. Je vous propose d'attendre encore juste quelques instants pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. On attend environ 200 personnes aujourd'hui, donc on va vous laisser le temps. Pour vous faire patienter, n'hésitez pas encore à vous installer confortablement sur votre chaise, à aller prendre encore un petit café ou alors un verre d'eau en fonction de si vous êtes plutôt on est encore au petit déjeuner ou on se rapproche de l'apéro, pour être confortablement assis pour ce webinaire qui va durer environ une petite heure. Vous avez sur votre droite différents onglets et vous allez voir apparaître bientôt dans l'onglet sondage quelques petites questions. Donc, je vous invite à pouvoir aller y répondre pour qu'on puisse voir un peu les statistiques. Donc, le premier sondage qui vient d'apparaître est de savoir si vous avez réalisé ou non votre DERP au sein de votre établissement. Puis, savoir si vous avez pris en compte dans ce DERP, d'une part, les risques sociaux, ensuite le genre et enfin le climat. Donc voilà, n'hésitez pas dans l'onglet questions si jamais à nous confirmer que vous nous entendez bien. Vous pouvez l'utiliser également si le son est bon. Sachez que cette présentation sera disponible aussi en replay. Donc si jamais à un moment vous avez une déconnexion ou vous n'entendez plus très bien, vous inquiétez pas, vous aurez directement accès au replay. Voilà, donc je viens de publier les petits sondages. N'hésitez pas à y répondre. Je vous laisse encore quelques instants et dans une minute, nous allons commencer. Donc voilà, merci pour ceux qui répondent. Pour l'instant, on est à 58% de non pour la réalisation, pour le climat, pardon. 75% de non pour le genre et 70% de oui pour les RPS et 86% de oui pour ceux qui ont réalisé le DURP. Donc, n'hésitez pas, continuez à répondre. Donc, nous vous invitons à aller dans l'onglet sondage. Comme ça, nous pourrons voir également par rapport aux gens qui sont connectés. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'il est 11h02. On va laisser les gens nous rejoindre, mais nous allons pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous. Je suis Claire Grunder, responsable communication d'Agestra, et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire dédié au DERP, comment le rendre plus efficace en prenant en compte les risques psychosociaux, le genre et le climat. Donc, pour répondre à cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Dominique N, directeur de l'ARACT Grand Est, Frédéric Laranger, inspectrice du travail et chargée de mission santé au travail à la DRETS Grand Est, Marc Demanja, conseiller prévention à l'OPP BTP, Julien Defaux, agent chargé du contrôle de la prévention à la DRETS Grand Est, et Muriel Demarche et Emmanuel Muller, technicienne prévention santé à l'EPSA de Vosges. Mais pour commencer, j'accueille tout de suite Thomas Cap, directeur régional adjoint, responsable du pôle politique du travail de la DRETS Grand Est, à nous en dire un peu plus sur le DERP. Merci beaucoup, Madame Grunder. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'introduire cette initiative aujourd'hui qui fait suite au souhait de plusieurs partenaires de faire une actualité sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ils ont été cités, la DRETS, l'ARAC, l'OPP, BTP. Tout ça se fait dans le cadre des travaux du plan régional de santé au travail, le PRST 4. Donc, qui associe toutes les institutions de prévention de la région, qu'on verra aussi aux différents moments de nos présentations, puisqu'ils ont un rôle à jouer sur les différents sujets qu'on va aborder. Et puis, au-delà des institutions de prévention, il y a aussi les partenaires sociaux qui sont associés aux travaux sur la santé au travail dans la région. Je veux remercier très chaleureusement le Geste pour nous accompagner dans cette démarche ce matin, ainsi que d'emblée l'EPSA de Vosges qui va intervenir à la fin, et tout particulièrement Madame Grunder qui organise de manière très professionnelle la réalisation de ce webinaire. Alors, en introduction, je vais être très rapide. Je vais simplement vous donner quelques chiffres d'abord sur le niveau d'élaboration des documents dans les entreprises. Alors, manifestement, parmi ceux qui sont connectés, le niveau de réalisation est bon. Hein, j'ai entendu un chiffre très élevé, mais en 2019, le ministère du Travail établissait que seulement 46% des établissements avaient un document unique d'évaluation des risques à jour.
un pourcentage assez élevé dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés. Par contre, beaucoup plus faible, et on l'imagine bien, dans les établissements de moins de 10 salariés. Pour ce qui est des thèmes abordés, les risques psychosociaux cette année n'étaient abordés que à 33% dans les documents, les risques physiques à 42%, mais bien sûr la partie climat et genre est très marginalement abordée. J'ai cru comprendre que vous étiez nombreux à avoir un document unique où les risques psychosociaux étaient abordés. Voilà, c'est pas toujours le cas dans ce qu'on voit et dans les statistiques établies par le ministère du Travail. Alors, sur le cadre réglementaire, je ne vais pas dire grand-chose. C'est évidemment une obligation ancienne, issue d'une directive européenne qui prend place dans le Code du travail. On a aujourd'hui 9 principes généraux de prévention qui sont importants, mais que je ne vais pas rappeler. Mais deux portent sur l'obligation d'évaluer les risques et les transcrire dans un document. Et un deuxième principe important, c'est de planifier la prévention. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on doit trouver dans le document. Une loi assez récente, du 2 août 2021, est venue renforcer les obligations déjà sur le contenu de ce document avec l'instauration d'un programme de prévention obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, le renforcement du rôle des représentants du personnel, donc le comité social et économique, le CSE, un rôle aussi accru des services de prévention et de santé au travail. Et ça, c'est un point sur lequel je veux simplement insister, c'est aujourd'hui l'obligation qui est faite aux entreprises d'adresser à leur SPST le document unique mis à jour. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises doivent adresser leur document unique au SPST et on sait que ça, c'est une obligation qui n'est pas encore bien respectée, mais elle est importante. Ensuite, on a aussi des dispositions sur le rôle des représentants du personnel, CSE ou CSSCT, le programme annuel de prévention des risques professionnels et dans les entreprises plus petites, une liste d'actions qui doit figurer directement dans le document. Voilà, je n'en dis pas plus sur le cadre juridique. Ce qui nous est apparu dans la préparation de ce webinaire, c'est que 3 thématiques étaient insuffisamment prises en compte, les risques psychosociaux, le genre et le climat, d'où notre webinaire et d'où les présentations qui vont suivre. Et je donne sans tarder la parole à Dominicaine pour le premier sujet. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Pardon. Non, pas de souci. Je disais merci justement pour cette introduction. Et donc, pour terminer sur l'onglet sondage, on a une trentaine de participants et effectivement, on a 82% qui dit que oui, ils ont bien leur DUERP de fait, pour ceux qui ont répondu. Et pour les RPS, on est à 61% qui l'ont pris en compte. Donc, Dominique, c'est à vous. Parlez-nous justement des RPS dans le DUERP. Merci beaucoup Claire, merci Thomas en fait pour ces rappels statistiques. Donc on a dans les répondants la moitié de plus en fait des personnes qui ont mis en œuvre leur document unique avec les risques psychosociaux. Donc la petite présentation va vous permettre peut-être de renouveler cette opération avec des outillages en fait différents. Et pour celles et ceux qui se posent encore des questions, je l'espère, de pouvoir bien circonscrire le sujet et se rendre compte que finalement évaluer les risques psychosociaux, c'est tout à fait possible et qu'on peut le faire avec efficacement en fait avec méthode. Donc petit élément en fait de démarrage, quand on parle de risques psychosociaux, quand même repositionner un petit peu des éléments de définition et des éléments scientifiques en fait sur le sujet. La définition officielle des risques psychosociaux nous dit que ce sont des risques professionnels d'origine et de nature variée qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale, la dimension physique et mentale des salariés et ont par conséquent un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. Donc, indicateurs de fonctionnement de l'entreprise qui peuvent également nous renseigner sur ces sujets. On les appelle psychosociaux car elles sont à l'interface de l'individu, la dimension psychologique, et de sa situation de travail, le contact avec les autres, l'encadrement, les collègues, les clients, c'est-à-dire le social. Petit point de particularité en fait de ces risques, d'ailleurs qui est partagé avec d'autres risques professionnels que sont les troubles musculo-squelettiques, ce sont des risques qu'on dit plurifactoriels, d'où les modèles en fait que vous voyez ici à l'écran,
Qu'est-ce que ça veut dire en fait plurifactoriel? Ça veut dire que c'est pas uniquement un facteur de risque en fait présent qui va entraîner en fait la réalisation des difficultés en lien avec ce risque, mais c'est la combinaison en fait de plusieurs risques. Si on prend le risque de bruit, si on sait identifier la source et l'isoler des personnes qui sont dans leur situation de travail, c'est monofactoriel, c'est relativement simple. Si on prend les risques plurifactoriels, il faut aller analyser un petit peu plus en profondeur les risques présents, les croisements et voir ce que ça nous dit. Et pour ce faire, les scientifiques qui ont travaillé là depuis de très nombreuses années maintenant sur ces risques psychosociaux nous donnent des éléments d'éclairage importants. Je vous ai mis en fait un schéma en haut sur le modèle de Karasek, de Job Strain, qui nous dit que il y a deux facteurs qui se croisent, trois en réalité, mais deux facteurs principaux qui se croisent quand on a une forte exigence dans son travail et peu de pouvoir de décision. La latitude décisionnelle, c'est peu de pouvoir de décision sur son travail. On est en fait en situation de job strain. Et ce job strain, c'est une situation de tension particulière que nous présente en fait le modèle et qui, là c'est très intéressant sur le plan scientifique, a été croisé avec de nombreuses études épidémiologiques qui montrent que quand on est en situation de job strain, de manière fortement corrélée, on est dans des situations de stress dit chronique. Et le stress chronique, on le sait, il a un impact très très important à court, moyen et long terme en fait sur la santé des individus. Donc c'est vraiment ce stress-là en fait auquel on va s'intéresser. Mais vous voyez aussi que les autres cases ne sont pas rosées. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une exigence forte dans son travail. Par contre, un pouvoir de décision sur le travail qu'on réalise et ne pas être en situation de risque psychosocial. Et à l'inverse, on peut avoir peu de pouvoir de décision, mais une exigence au poste qui finalement est relativement paisible. Et là, pour le coup, on n'est pas en situation de stress chronique non plus. Donc, vous voyez, premier élément sur le croisement de ces facteurs de risque. Le modèle, en fait, effort-récompense de Sigrist, que vous voyez en bas à droite également, qui nous dit que quand on fait des efforts très, très importants et qu'on a des récompenses, de la récompense, ça peut être de la reconnaissance, mais aussi soi-même, qu'on se dise finalement tous ces efforts en fait pour ça, alors ça génère également des situations de stress. Et dernier modèle, juste pour donner quelques éléments de cadrage sur la définition, c'est le modèle de Lazarus et Folkman qui nous dit que quand on est dans des situations de travail, on est en recherche permanente d'équilibre entre les ressources qu'on a pour faire son travail et les contraintes auxquelles on fait face dans la situation de travail. Face à ce déséquilibre de contraintes et de ressources, on va évaluer la situation. Soit il n'y a pas d'enjeu pour nous, et dans ce cas-là, ce déséquilibre, il n'a pas d'impact sur notre santé. Soit il a un enjeu en fait très important, et dans ce cas-là, en fait, on va évaluer de manière plus approfondie la situation et mettre en œuvre des stratégies pour s'adapter à ce déséquilibre entre la contrainte et la ressource dans la situation de travail. Lorsqu'elle est centrée sur le problème, on résout le problème, on l'identifie, on l'analyse, on le résout, et il se peut que on utilise d'autres stratégies d'adaptation comme l'évitement. On met la tête dans le sable et on se dit oulala, pourvu que ça passe le plus rapidement possible, mais si ça passe pas, on est en situation de tension particulièrement forte. Ou centré sur les émotions, on vient au travail le matin avec la boule au ventre en se disant ça fait des jours, des mois, des semaines que la situation n'est pas réglée, on est en tension avec des collègues, on n'arrive pas à faire correctement en fait son travail de manière qualitative, etc. Et dans ce cas-là, centré sur les émotions, ça, vous voyez les deux cases roses, nous indique en fait qu'on est en situation de risque psychosocial particulièrement important. Donc ça, ce sont des modèles qui nous permettent de bien voir que c'est un risque particulier, il est plurifactoriel, c'est pas un facteur, mais c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui entraînent ces risques. Alors, on est quand même dans un webinaire sur le document unique d'évaluation des risques. Donc, comment on évalue en fait ces risques? Alors, on a aujourd'hui un travail d'étude, un rapport en fait qui date de 2009, qui a été réalisé, qui nous donne en fait des indicateurs de facteurs de risque psychosociaux au travail qui sont classés, vous les voyez ici, dans 6 familles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, vous aurez accès en fait à travers la rediffusion du webinaire
au contenu, mais l'exigence du travail, l'exigence émotionnelle, l'autonomie, les marges de manœuvre, les rapports sociaux, les relations au travail, les conflits de valeurs ou encore l'insécurité dans le travail sont autant de facteurs qui nous donnent des indicateurs qui peuvent être intéressants à mesurer pour voir si on a ou pas, dans certaines situations de travail, des risques psychosociaux qui sont présents. Pour aller toujours un petit peu plus loin, une fois qu'on a, on va dire, posé un petit peu le cadre de la définition, qu'on a les éléments d'indicateurs qui nous permettent d'évaluer, puisque le document unique d'évaluation des risques professionnels demande à ce qu'on évalue en fait les risques, à ce qu'on trouve des actions, qu'on les mette en œuvre et qu'on mesure à nouveau que ces risques en fait sont diminués. Donc, plusieurs outils de manière concrète dans la pratique qui permettent d'aller en fait mesurer et de réaliser en fait des plans d'action pour diminuer en fait ces risques psychosociaux. Le questionnaire, l'outil ludopédagogique que je vais vous présenter et également des guides qui peuvent en fait vous outiller sur le sujet. Alors le questionnaire, il y a plein de questionnaires en fait qui existent. Les modèles scientifiques que je vous ai présentés en fait tout à l'heure, le modèle Karasek par exemple, a son propre questionnaire. Vous l'avez ici en fait à l'écran. Ce sont les 26 premières questions de ce questionnaire que vous voyez en fait à l'écran. Et vous pouvez voir que ces questions, elles sont vraiment très simples à répondre. Elles sont très systémiques, pas dépendantes en fait du métier qu'on réalise, mais vraiment centrées sur le travail et sur l'activité de travail. Alors, je ne rentre pas dans les détails, vous trouverez les informations dans les guides, mais on peut calculer un score qui nous permet de mesurer le job strain à travers ce questionnaire. Et pour l'exercice, on vous a présenté ici toutes les autres questions qu'on trouve dans le rapport GOLAC, des indicateurs sur les risques psychosociaux au travail, émanant en fait des différents modèles scientifiques sur les risques psychosociaux. Alors là, ce sont les questions qui permettent de mesurer et évidemment, quand on fait un questionnaire, on veut des mesures barométriques qui nous permettent de situer un petit peu où sont les difficultés. Alors on y ajoute des variables indépendantes, notamment l'unité fonctionnelle de risque pour pouvoir mesurer et voir à travers en fait des tableaux où on en est. Mais également, depuis, vous le savez, depuis 2014, nous avons l'obligation de genrer en fait les documents uniques d'évaluation des risques. Donc, quand on fait les questionnaires, on demande aussi la variable sexe, on identifie la variable sexe de telle sorte qu'on puisse identifier les risques de manière genrée. Ce type de questionnaire peut donner lieu à des tableaux de bord de ce type-là, voilà, où on voit en rouge, je ne vais pas là aussi rentrer dans les détails, mais des indicateurs de vigilance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces indicateurs, ligne par ligne, ne sont pas, on ne va pas les analyser uniquement ligne par ligne, mais on va les regarder de manière croisée avec les modèles scientifiques qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est la conjonction de plusieurs facteurs de risque qui va caractériser en fait le risque psychosocial. Je ne rentre pas plus dans le détail. L'intérêt du questionnaire, c'est d'avoir une mesure barométrique et de pouvoir suivre les évolutions des actions qu'on a mis en place, leur efficacité. L'inconvénient, c'est que le questionnaire ne répond que aux questions qu'on a posées. Donc forcément, s'il y a d'autres éléments qui sont importants sur les risques psychosociaux, on passe un peu à travers les mailles avec ce type d'outils. Pour ce faire, il y a d'autres outils qu'on trouve. Là, je vous présente une approche ludopédagogique qui permet au départ de partir de situations problèmes pour aboutir à l'intégration de l'évaluation des risques dans le document unique d'évaluation des risques problèmes. Alors, situation problème, de quoi on parle? On parle de situation problème quand une situation entraîne le ressenti négatif d'un salarié ou d'un agent. Ce ressenti, la plupart du temps, on le regarde, on va dire, de manière un peu rapide quand on fait l'évaluation des risques. Et puis alors du coup, on se dit, tiens, il y a eu une tension entre deux collègues, alors sûrement que l'idéal serait tout de suite de mettre une action correctrice en place. On va envoyer les collègues en formation, gestion de conflit, et dorénavant, on n'aura plus de soucis. Sauf que l'expérience nous montre que on va dire ce qu'on observe comme symptôme qui est la difficulté, la tension relationnelle, elle est liée à des choses beaucoup plus profondes, en lien éventuellement avec le travail, l'organisation du travail, etc. Et comme il est un peu compliqué, en fait, quand on n'est pas du tout outillé avec ce type de situation d'aller plus loin que ce qu'on voit en surface, alors cette approche permet de remonter. Puis vous voyez, il y a une sorte de jeu avec des puzzles et il faut reconstituer l'ensemble des cases, caractériser la situation, essayer d'identifier
quelles sont les conséquences qu'on a pu observer pour l'individu, pour le collectif, quelles sont les causes en lien avec cette situation de travail. On peut même aller à extrapoler ces causes pour cette situation particulière à d'autres situations de travail. Et enfin, on caractérise le risque et les actions à mettre en place. Et on consigne tout ça dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qui permet en fait d'avoir le suivi, les actions à mettre en place, les responsables et l'efficacité, de mesurer l'efficacité en fait de ces actions. Ce qui est très intéressant, c'est que l'expérience nous a montré que ce type d'outil permet à partir de 5 à 10 situations caractéristiques intéressantes et assez, on va dire, représentatives de l'ensemble de l'entreprise, on peut avoir toutes les lignes de risque remplies pour l'évaluation des risques psychosociaux. Donc, c'est particulièrement efficace et totalement ad hoc, corrélé en fait à la situation de l'entreprise. Je finis en fait sur quelques points de repère. Il y a l'INRS qui a produit également des outils très intéressants qui permettent de discuter à travers des espaces de discussion dans les unités en fait de travail et puis des petits smileys pour se positionner, la manière dont l'équipe vit certains facteurs en fait certains facteurs de risque et de trouver collectivement ensemble des solutions. Il y a également un excellent guide méthodologique d'aide à l'identification et l'évaluation des risques psychosociaux dans la fonction publique qui date de 2014 et qui d'ailleurs, je vous invite pour toutes les entreprises du secteur industriel d'aller y jeter un œil parce que c'est rudement bien fait. On y retrouve les modèles scientifiques, on y retrouve les tables de calcul pour évaluer dans le cadre des questionnaires les différents scorings, etc. Donc vraiment très très riche et très très bien fichu. Pas que en fait pour la fonction publique, mais pour tout secteur d'activité confondu. Enfin, pour terminer et passer la parole en fait au suivant, l'ensemble des risques professionnels, les risques psychosociaux comme les autres, doivent finalement intégrer une démarche. Vous voyez en fait la démarche d'évaluation des risques. On se prépare à l'évaluation, on repère, on évalue, on élabore un programme d'action, on les met en œuvre et on mesure si elles sont efficaces. Le document unique d'évaluation des risques, il est particulièrement intéressant parce que à l'étape 2 et à l'étape 5, ça permet en fait d'avoir un outil de gestion, de consigner en fait l'ensemble des risques, de savoir où on en est, de mesurer l'efficacité, etc. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis vous avez plein de supports qui sont disponibles ailleurs et je redonne la parole à Claire pour introduire la personne suivante. Merci Dominique pour nous avoir mis en lumière l'importance fondamentale de la prise en compte des RPS dans la mise en place du DUERP. Donc effectivement, la question a été posée. Sachez que vous aurez accès au replay et à cette présentation à la fin du webinaire. Alors maintenant, j'accueille Frédéric qui va pouvoir nous éclairer davantage sur la thématique du genre, sachant que d'après les retours au sondage, 79% ont répondu ne pas avoir pris en compte le genre dans le DUERP. Seulement 4 ont mis oui. Donc déjà, félicitations à ces 4 personnes. Et du coup, Frédéric, on vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question de la prise en compte du genre dans le document unique et de faire une évaluation différenciée entre les femmes et les hommes? Eh bien, c'est parce que les chiffres de sinistralité sont particulièrement négatifs en ce qui concerne les femmes, avec une nette progression des accidents du travail chez les femmes entre 2001 et 2019, plus 41,6%, alors que l'on a une diminution de 27% chez les hommes. Les accidents de trajet touchent aussi davantage les femmes. Et enfin, les maladies professionnelles. Il y a une nette progression des maladies professionnelles sur la même période de 108% chez les femmes et elle est 2 fois plus rapide chez les femmes que chez les hommes. À savoir que les maladies professionnelles, on les retrouve à 60% pour les femmes dans le secteur de la santé, action sociale, nettoyage et travail temporaire, services, commerce et industrie de l'alimentation. Chez les hommes, en revanche, on trouve à 49% dans les secteurs du BTP et de la métallurgie. Alors, on parle de DUER genré
sachant que le genre concerne plutôt une identité et des rôles sociaux, c'est une dimension sociale et variable d'une société à l'autre, mais concrètement, on utilise dans le DUER plutôt la notion de sexe qui renvoie à des attributs biologiques. Alors, comme vous l'a indiqué Dominique, c'est depuis 2014 que la prise en compte du sexe est obligatoire dans le document unique qui spécifie, le Code du travail spécifie que l'évolution des risques doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Or, le constat que l'on fait et la réponse à notre sondage le confirme, la mise en œuvre de cette loi rencontre des difficultés de mise en application. Pourquoi? Eh bien parce que les employeurs ont peur d'être taxés de discrimination. Il y a un manque d'information pour certains ou absence de solutions adaptées. Or, il est important de comprendre que différencier n'est pas discriminer. En fait, les risques professionnels différenciés entre les femmes et les hommes sont méconnus. Et par ailleurs, il y a une ségrégation sexuée des tâches, y compris dans les métiers traditionnellement féminins. Les femmes sont majoritairement exposées à des risques invisibles et silencieux liés à une usure physique et psychique. En ce qui concerne l'usure psychique, cela aboutit à des RPS. Et en ce qui concerne l'usure physique, en fait, les femmes sont majoritairement affectées à des tâches plus fines, mais qui, par leur répétition, leur rythme ou les contraintes professionnelles dans lesquelles elles sont effectuées, peuvent être davantage usantes, ce qui engendre des RPS. Les hommes, quant à eux, sont davantage exposés à des dangers visibles et engageant potentiellement le pronostic vital. Ainsi, l'on relève que les femmes sont parmi les personnes atteintes de TMS, 60% sont des femmes. Il y a 3 fois plus de signalements de souffrance psychique chez les femmes. 2 femmes sur 5 sont exposées à des violences sexistes et sexuelles au travail, contre 1 homme sur 7. 1 femme sur 3 subit du harcèlement sexuel et la situation est parfois pire chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Entre autres explications, à titre d'exemple, eh bien, on a 80% des femmes travaillant dans le secteur des professions de soins qui sont infirmières, aides à domicile, aides-soignantes, profession où l'on rencontre les problématiques suivantes: port répétitif de charges dépassant la norme autorisée de 25 kg, horaire atypique et du travail de nuit, étant précisé que le travail de nuit génère 26% de plus de cancer du sein chez les femmes, et exigences émotionnelles et organisationnelles fortes. Par ailleurs, il est établi que les postes de travail et les équipements, y compris les équipements de protection individuelle, sont basés sur les références anthropomorphiques d'un homme moyen. Or, il est évident qu'il y a une différence morphologique entre les hommes et les femmes, et cela a une incidence non seulement sur le dimensionnement, l'organisation spatiale des postes de travail, sur les équipements et équipements de protection individuelle. Et par exemple, un employeur avait pensé bien d'équiper ses salariés de harnais croisés pour soulager le dos. Or, des harnais croisés avec les seins, ça pose problème pour les femmes. Et également, incidence sur le mode opératoire. Et la vidéo, enfin la photo qui suit, vous montre une illustration des conséquences que cela peut engendrer. Alors, par ailleurs, la constitution organique est différente, la force musculaire n'est pas la même. Les femmes sont davantage touchées au niveau des membres supérieurs et les hommes au niveau des membres supérieurs.
le centre de gravité est différent. Tout cela a une incidence. Il faut en tenir compte non seulement lors de l'affectation au poste de travail, tenir compte de ces risques différents, et cela doit être évalué dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et anticipé. Par ailleurs, joue également le fonctionnement hormonal, métabolique et immunitaire qui est différent chez les hommes et chez les femmes, la manière dont les toxiques entrent dans le corps et s'y dispersent engendre des troubles différents selon qu'on est un homme ou une femme, a des incidences sur la fertilité, et c'est important selon l'affectation au poste de travail, par exemple un poste où on manie des produits chimiques ou simplement les femmes de ménage qui utilisent des produits d'entretien contenant des substances parfois toxiques. Une illustration de comment les choses peuvent se produire en matière de risque. Un cas qui a été présenté par l'ARACT de Basse-Normandie, qui a fait une étude dans une imprimerie au sein de laquelle, malgré des investissements importants de l'employeur sur ces machines, les femmes contractaient davantage de TMS que les hommes et étaient plus souvent absentes. Après analyse de la situation, il s'est avéré que dans le même atelier, ouvriers et ouvrières ne réalisaient pas les mêmes tâches. Les hommes n'avaient accès qu'à 4 types de postes différents et les hommes à 9. Or, les activités auxquelles étaient affectées les femmes étaient notamment le poste d'aide à la finition où elles étaient surreprésentées, étaient particulièrement contraignantes. Et elles n'avaient pas d'évolution professionnelle, contrairement aux hommes qui, eux, après généralement 3 ans sur un poste, avaient une évolution vers d'autres opportunités professionnelles, car le poste sur lequel ils étaient affectés permettait une évolution professionnelle. Mais leur poste leur était affecté parce qu'il était plus difficile physiquement. Face à ces constats, l'entreprise a pris des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail. Donc, non seulement donc le constat est que les femmes et les hommes occupent des métiers différents, n'ont pas les mêmes conditions de travail ni les mêmes postes de travail, des conciliations de temps de travail différents avec des temps partiels, des parcours hachés chez les femmes, des parcours plus linéaires chez les hommes, et donc une exposition et des facteurs de risque différents et qui ne sont pas toujours visibles plus spécifiquement chez les femmes. Et actuellement, les femmes accèdent à des emplois exposés à des facteurs de risque insuffisamment évolués, ce qui complexifie la situation. Il est important de prendre conscience du fait que tout ce qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des femmes est valable également pour les hommes. Cela va dans le sens d'une équité dans les conditions de travail, comme l'illustre le petit schéma que vous avez à l'écran. Donc, il faut une politique qui va en ce sens. Pour cela, évaluation propre aux hommes et propre aux femmes en fonction de chaque poste de travail, en tenant compte de la situation réelle de travail et ensuite prise des mesures adaptées. Je vous remercie pour votre attention. Je repasse la parole à Claire. Merci beaucoup Frédéric. Donc, comme on le voit, prendre en compte tous ces éléments dans une démarche, comme le disait Dominique, et également en examinant la situation de travail réelle. Donc maintenant, je laisse la parole à Marc qui va nous parler de la prévention dans le BTP sous l'angle du climat notamment. Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les contraintes climatiques font partie intégrante du quotidien des entreprises du BTP. Alors, avant de vous parler d'un outil BUER que nous avons en place, je vais juste faire un petit focus sur les critères les plus impactants. Première chose, l'influence du vent, notamment lors de l'installation d'une grue, qui nécessite en fait réflexion et anticipation
Pour mémoire, si on a des risques de rafales supérieurs à 72 km/h, la grue doit être placée en girouette. Une étude préalable est nécessaire. Il faut notamment étudier la carte des vents que vous voyez sur l'iconographie en haut à droite. Il faut également penser aux effets de site possibles, effets de site que vous pouvez également voir sur l'iconographie qui est en bas à gauche, en bas à droite de la slide. Au-delà de la mise en girouette à partir de 72 km/h, il faut également prendre en compte la masse et la charge, et la masse et la surface de la charge par contre, puisque ces deux critères vont être impactants et impliqueront une réduction du vent admissible par la grue. Vous pouvez voir ça dans le tableau qui est en haut de la slide. Autre élément qui fait partie intégrante de nos chantiers du BTP, ce sont les banches, qui permettent de clouer les murs en béton. Donc, elles sont conçues pour être stabilisées sous un vent allant jusqu'à 85 km/h en pointe. Le premier critère, c'est de stabiliser les banches. La deuxième règle, c'est de ne pas les mettre en œuvre par grand vent, conformément aux normes et recommandations concernées. Un autre élément qui peut être gênant, c'est le gel. Alors, pour les travaux en toiture, le code du travail interdit tout bonnement et simplement. Il interdit d'intervenir sur des toits rendus glissants par les conditions atmosphériques. Il interdit également de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ne le permettent pas. Partant de cette disposition, en fait, qui traduisent finalement simplement des notions de bon sens, mais on sait que le bon sens peut être variable d'une personne à l'autre. Et ben, il semble simplement évident que le travail sur toiture par temps de gel doit être interdit. En effet, même sur des toitures qui sont équipées de traçage chauffant ou autres, les interventions restent vraiment risquées. D'autres éléments qui peuvent être impactants, c'est bien entendu la pluie et la boue. La pluie, elle peut avoir des effets en fait assez dévastateurs et rendre des terrains difficiles, voire impraticables. Ça peut aller jusqu'à générer finalement l'enlisement d'engins ou de poids lourds, ce qui va mener à des opérations de désembourbement qui peuvent être très périlleuses. Un préalable, ça va être donc d'aménager au mieux les voies de circulation afin de faciliter la circulation des camions et des engins jusqu'à pied d'œuvre. On voit une iconographie en bas à droite qui prend également, qui peut être finalement un élément intéressant. Ça représente une surtoiture qui permet finalement aux salariés de travailler au sec, à l'abri des intempéries en toiture. Autre élément, alors je sais que nous n'allons pas vers la belle saison entre guillemets, néanmoins on va être protégé des fortes chaleurs et des UV. En période de forte chaleur ou d'indice UV fort, faites bien le distinguo, il y a des régions dans lesquelles il ne fait pas forcément très chaud, mais on peut être exposé à des UV. Il va être important de mettre en place des solutions organisationnelles, de décaler les horaires de travail dans la mesure du possible, bien entendu, de prioriser les chantiers les moins exposés à l'ensoleillement et d'augmenter la fréquence des pauses. Pour choisir au mieux le chantier exposé le moins à l'ensoleillement et les horaires de travail les plus efficaces, on peut recourir à une application de type SunSmart ou Météo UV qui va finalement nous indiquer le taux d'UV maximal en fonction des horaires. Autre élément à intégrer au DU, c'est de se dire qu'on va peut-être mécaniser au maximum les tâches afin que les salariés puissent travailler dans des engins à l'abri du soleil, donc de préférence dans un engin qui est climatisé, de manière à pouvoir fermer la cabine et être au maximum à l'ombre et derrière des vitres qui vont être traitées avec des filtres anti-UV. En matière d'organisation, il faut également penser à organiser les zones de pause, bien entendu à l'ombre en aménageant avec des bancs et des tables, et idéalement mettre des modules à disposition pour manger à l'ombre et au frais, bien sûr des modules équipés de la climatisation. Une fois que les mesures organisationnelles ont été prises du point de vue des horaires, du point de vue de la mécanisation des tâches, d'organisation des zones de pause, il faut aussi penser à organiser les zones de travail. On voit très souvent des briefings de poste ou de la lecture de plans, des réunions qui sont réalisées en plein soleil, alors qu'on peut très bien les réaliser à l'ombre. On peut aussi imaginer aménager des ateliers de découpe avec scie fixe sous des barnums ou sous des parasols. Ça va avoir un double avantage dans le cadre de l'atelier de découpe, c'est qu'on va pouvoir faire travailler nos équipes à l'ombre
et en même temps faciliter la protection contre d'autres types de risques. Je pense notamment au TMS ou aux poussières, puisqu'il est quand même plus facile d'aménager des dispositifs d'aspiration ou de travail à hauteur sur un atelier de découpe fixe que dans une fouille ou autre. Une fois qu'on a mis en place toutes ces dispositions qui sont plutôt d'ordre collectif, il va falloir penser à intégrer des solutions individuelles. Je pense notamment au casque ou à la casquette anti-heurt avec visière, y ajouter un protège-nuque ou une saharienne, et bien entendu porter des vêtements couvrants techniques anti-UV à mailles serrées et des t-shirts à manches longues et des pantalons. On peut quand même avoir beaucoup de mal à considérer qu'un t-shirt ou un short, donc à manches courtes, sont anti-UV puisqu'une grosse partie de la peau reste exposée au soleil. En protection contre les fortes chaleurs, on va également pouvoir recourir à un gilet au protège-nuque rafraîchissant. Le concept, c'est un gilet, on le trempe dans l'eau pendant une courte période, on élimine l'excédent d'eau, on le met sur nous, ça ne mouille pas nos vêtements, et pourtant, comme on le voit sur l'image qui a été prise à la caméra thermique, le visage en fait de l'opérateur est exposé à une température de 36 degrés, tandis que la température de surface du t-shirt est à 23 degrés. Ça peut permettre d'éviter de nombreux coups de chaleur. Enfin, pour les zones qui peuvent rester exposées, je pense aux lèvres, au visage et aux mains si on ne porte pas de gants, et ben, ça reste la protection par crème solaire et par stick-lèvres qui est très souvent utilisée par les skieurs. Et bien entendu, il faut recourir à des lunettes de soleil de catégorie CE3 ou 4 à verre teinté à protection UV 100% pour protéger sa rétine et ses yeux. Dernier point sur ces lunettes, prudence quand même avec la catégorie 4, il ne faut pas conduire avec parce qu'elles sont trop sombres. Leur utilisation sur la voie publique est d'ailleurs interdite. Pour rentrer un peu plus dans le sujet du document unique d'évaluation des risques, notre outil d'évaluation des risques professionnels et de création du plan d'action qui en découle permet de raisonner en fait finalement soit par tâche de travail, soit par risque. Donc chaque tâche ou chaque risque permet de prendre en compte les conditions météorologiques. Comme vous pouvez le voir dans le cadre du basculement, renversement d'objets ou de machines ou de charges, une des questions concerne le fait d'être alerté ou non sur les dégradations des conditions météorologiques. Vous voyez également une barre graduée qui permet d'auto-évaluer son niveau de prise en compte du risque. En fonction de cette évaluation, en fait, des tâches pourront être ajoutées au plan d'action. Les aléas climatiques sont également à prendre en compte pour le risque de chute de plein pied. J'ai parlé avant de circuler sur un chemin inégal ou boueux affaissé avec des engins. Ça peut poser problème également pour les piétons. L'évaluation, elle prend donc en compte l'existence de cheminements piétons, engins ou véhicules en bon état. On a enfin un chapitre qui est dédié finalement aux travaux par températures extrêmes. L'outil va venir interroger le ou les rédacteurs du DU sur la mise en œuvre des différents dispositifs. Bien sûr, les listes vues à l'écran ne sont pas exhaustives. Si vous souhaitez creuser le sujet, vous pourrez vous connecter à notre site préventionbtp.fr ou participer à un de nos ateliers de DU gratuits qui est animé par un conseiller au PPBTP. Merci pour votre attention. En tout cas, je repasse la parole à Claire. Merci beaucoup, Marc, pour ces éléments précis et surtout ces exemples. Donc, on parle du climat. D'après le sondage, on a 59% des gens qui disent ne pas l'avoir pris en compte. Donc, au final, les RPS sont pour l'instant l'élément qui est le plus pris en compte, puis vient le climat et à la fin le genre. Donc, pour continuer justement sur le climat, j'invite Julien à nous parler maintenant de la prise en compte de ce climat, mais sous l'angle cette fois de l'agriculture et non pas du BTP. Donc, Julien, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de l'influence du climat sur le monde agricole. Donc, comme vous le savez, depuis 10 années, on a une moyenne de température qui est de plus en plus chaude au global. Et la France n'échappe pas aux phénomènes météorologiques extrêmes avec des vagues de chaleur de plus en plus intenses, des épisodes de sécheresse, mais aussi des épisodes d'inondation, des gros coups de vent, tempêtes, cyclones, ouragans, voire des violents incendies. Et tout cela vient perturber le monde agricole en général dans l'organisation du travail.
Une étude du CES montre qu'il y a seulement sur un document unique sur 5 en entreprise le climat qui est pris en compte. Donc il faut remédier à ça, notamment en travaillant sur tout ce qui est mesures de prévention adaptées, donc l'organisation du travail, par exemple adapter les horaires de travail, les pauses plus fréquentes s'il y a des fortes chaleurs, la mise à disposition de vêtements adaptés, donc à la chaleur, mais également au froid et à la pluie, et la mise à disposition d'eau potable en grande quantité et une vigilance accrue à la santé des salariés pendant les fortes chaleurs. Donc, je vais vous présenter deux cas un petit peu opposés. Donc, je vais vous parler en 2023 de la vague de chaleur qui a lieu pendant les vendanges en Champagne et une analyse faite par la Caisse d'assurance et d'accidents d'Alsace et Moselle sur le lien entre les accidents et les précipitations. Donc, en 2023, il y a eu 3 décès de vendangeurs dans la Marne et plus d'une trentaine de malaises liés à la chaleur. Les 3 décès des vendangeurs sont intervenus le premier jour où ils étaient dans les vignes, leur premier jour de travail. La température dépassait plus de 30 degrés à l'ombre avec un fort taux d'humidité. Donc toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait un coup de chaleur ou une hyperthermie, c'est-à-dire que le corps humain n'est plus capable de réguler sa température et du coup elle va augmenter dangereusement. Pour rappel, dans le Code du travail, parmi les facteurs de risque professionnel, les températures extrêmes sont à prendre en compte. Par contre, il n'y a pas de seuil de température défini. Et l'INRS a rappelé qu'au-delà de 30 degrés pour une activité de bureau et 28 degrés pour un travail physique, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés. C'est pourquoi l'ANSES également recommande d'intégrer l'exposition aux fortes chaleurs et aux aléas climatiques dans le document unique. Suite à ces accidents en Champagne, il y a eu un gros travail au niveau du monde du Champagne, notamment avec le syndicat général des vignerons, l'Union des maisons de Champagne et la MSA, pour réfléchir à faire des groupes de travail sur comment améliorer la santé et la sécurité des vendangeurs. Et il y a une publication qui a été réalisée, alors je sais c'est écrit tout petit dessus, mais en gros ça rappelle que tous les employeurs ont l'obligation de prendre en compte le risque lié au climat, et pas seulement les fortes chaleurs, mais aussi, comme on a pu le voir cette année, en cas de pluie ou voire d'orage. Tous ces éléments sont à prendre en compte et à former les salariés à comment réagir en fonction du climat et comment leur apporter, après c'est tout ce qu'on a vu aussi avec l'OPP-BTP, les moyens de prévention pour lutter contre la chaleur et le soleil. Donc, autre risque, le risque UV qui a été aussi présenté. Donc, je vous rappellerai pas tous les moyens de prévention, mais juste quelques chiffres. Les agriculteurs sont exposés 6 à 8 fois plus que les actifs qui travaillent en intérieur aux UV. On a 2 grands types de cancers de la peau, les mélanomes et les carcinomes. Donc, le mélanome, c'est la forme la moins répandue, 10% des cas, mais par contre, c'est la plus grave. Et dans le monde agricole, le nombre de mélanomes a été augmenté par 5 en l'espace de 30 ans. Pour les carcinomes, ils représentent 90% des cancers de la peau. Ils sont plus faciles à guérir, mais peuvent laisser parfois de grosses séquelles, parfois graves. Je vous ai remis le lien. Au mois de juillet, dans le cadre du PRST, il y a eu un webinaire sur les UV avec le Dr Vanling, et je vous invite à le consulter pour compléter vos connaissances sur les UV. Je vous ai remis aussi cette fiche qui a été réalisée par le ministère du Travail, avec la collaboration de l'OPP-BTP, de l'INRS et de la MSA, qui va resynthétiser tous les éléments qui vous permettent de travailler sur la lutte contre le risque lié à la chaleur et aux UV. Ensuite,
Alors j'ai un souci, c'est que voilà, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte. Je vais vous parler c'est simplement quand on fait répondre en direct, ça s'affiche. Ça va partir une fois qu'on aura répondu. Hein. Chacun peut la déplacer si besoin. Ça me gênait au milieu de l'écran. Donc en 2024, il n'y a pas eu de canicule, hein, on a pu s'en apercevoir. Par contre, beaucoup de pluie et un hiver très doux, ce qui a engendré d'énormes conséquences au niveau agricole, dont la pire récolte de blé en 40 ans. Cette année nous montre deux choses. Donc, on a toujours le réchauffement climatique qui augmente, même s'il n'y a pas eu de forte canicule, il n'y a pas eu d'hiver non plus. Donc, la température moyenne continue d'augmenter. Et l'agriculteur doit de plus en plus s'adapter avec une variabilité interannuelle beaucoup plus forte. On peut passer d'un épisode de sécheresse à des très fortes pluies, comme on l'a vu dans le sud récemment, sur Cannes par exemple, et qui vient modifier l'organisation du travail pour l'agriculture. Donc, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée par Denis Litt, conseiller en prévention dans la caisse accident assurance agricole d'Alsace et de Moselle. Donc, il n'a pas pu être là aujourd'hui, donc il m'a donné ces données. Du coup, ça regroupe les accidents de 2023 jusqu'à août 2024 pour les 3 départements de l'Alsace et de la Moselle. Il a recoupé les secteurs professionnels qui ont eu au moins 5 accidents du travail et en fait, il a comparé avec les jours de pluie en prenant en compte 1 mm minimum de pluie par jour. Donc, le premier graphique, en haut, vous avez les accidents, les jours de pluie, et en bas, les jours, en bleu, les jours d'accident où il n'y a pas eu de pluie, où il y a eu de la pluie. Et donc, on peut s'apercevoir qu'il y a plus d'accidents les jours sans pluie. Par contre, il y a 3 exceptions. Une au niveau des grosses exploitations. Donc là, il s'est dit, est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de travail et qu'ils sont quand même obligés de sortir parce que sinon le travail ne se fait pas. Et aussi au niveau des bûcherons. Donc les bûcherons, ils travaillent même quand il pleut. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une grosse pluie et que les chemins soient pas accessibles pour qu'ils ne travaillent pas. Donc là, ça engendre d'autres risques comme les chutes de plein pied, les glissades et trébuchements. Et on a aussi une exception dans le monde viticole. Alors là, il avait dit qu'il y avait aussi les accidents en cave qui étaient pris en compte. Donc peut-être que les gens travaillent en cave quand il pleut et du coup, il y a aussi des accidents les jours de pluie. Ensuite, le graphique suivant, c'est les accidents les jours où il n'y a pas de pluie, mais il a essayé de voir par rapport aux jours précédents s'il y a eu de la pluie ou non. Et là, ça ressort qu'il y a plus d'accidents quand il y a une pression pluvieuse, ce qu'il a appelé ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu de la pluie soit 2 jours avant, soit 2 jours après. Donc, on peut dire soit des accidents liés aux conditions humides du sol ou alors travail avec précipitation et donc travail dans l'urgence pour effectuer le travail avant qu'il y ait la pluie qui tombe. Et là, c'est les accidents les jours de pluie. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a aussi une accentuation très nette des accidents les jours de pluie, avec en plus la pression pluvieuse sous les 2 jours. Et ça montre l'importance de réaliser les travaux malgré la mauvaise météo, un travail dans l'urgence et le stress lié à la météo. Donc les chiffres, il les a fournis mercredi, donc il va essayer d'affiner ces statistiques pour mieux comprendre l'impact de la météo sur les accidents et le dérèglement du travail, afin de sensibiliser les entreprises sur les impacts de la météo, et notamment la pluie, voire pour s'organiser mieux dans son travail pour ne pas être trop impacté par la météo, savoir s'adapter, accentuer une réflexion sur l'organisation de temps de travail pour avoir une certaine flexibilité. Et un dernier exemple que j'ai rajouté, c'est suite à un accident qui a eu lieu en France dans la Sarthe,
suite à un coup de vent, un bûcheron qui allait en forêt et qui a pris un arbre qui était encroué. Donc en fait, au niveau de la caisse accident, ils ont une convention avec l'ONF pour les alertes météo. En fait, ils ont une aide financière et tous les agents de l'ONF d'Alsace et de Moselle sont équipés d'une alerte météo. Et ils ont des alertes à 72, 24 et 12 heures avant la tempête. Donc, ils ont interdiction d'intervenir si les vents sont à plus de 80 km/h en plaine et 90 km/h en montagne. Donc, c'est différent du BTP. Les grues, c'est 72 km/h, mais les bûcherons, c'est 80 en plaine. Donc, le projet, c'est d'étendre ça à tous les salariés de l'ONF du Grand Est. Et concernant le lien avec le document unique, pensez à ne pas intervenir, interdire l'intervention lorsqu'il y a des forts vents, mais également après les tempêtes, de bien évaluer le risque quand on rentre dans la forêt, parce qu'il y a les arbres qui sont tombés, il y a peut-être des branches cassées, et avant d'intervenir, faire tomber ces arbres qui menacent de tomber avec un tracteur, un câble ou une machine forestière, et s'il n'y a pas de machine, baliser la zone. En conclusion, donc l'agriculture, le monde agricole en général, est le principal impacté au niveau des variations climatiques. Ils sont les premiers témoins. On voit de plus en plus de phénomènes extrêmes au niveau des météos qui viennent perturber l'organisation du travail, modifier les cycles de culture. Par exemple, plus il pleut dans les vignes, plus il y a de traitement, et plus il y a de traitement, passage avec le tracteur enjambeur, plus il y a de risques d'accident avec. Donc, on voit bien qu'il y a un lien direct entre la météo et les risques des accidents. Donc, tout ça vient modifier l'organisation du travail global et donc doit être retranscrit dans le document unique pour évaluer les risques et mettre en place un plan d'action suite à cette évaluation. Donc j'en profite pour dire que la MSA et la Caisse Accident sont toujours là pour aider les agriculteurs, les employeurs du monde agricole, pour les aider dans leur document unique. Et il y a un site national ssa.msa.fr où il y a une grosse base de documents qui peuvent aider à la construction du document unique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, d'avoir complété les informations sur la prise en compte du climat dans le DUERP. Donc, on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire et donc, comme dernière intervenante, donc j'appelle Muriel et Emmanuel, donc toutes deux techniciennes à EPSA de Vosges, donc qui représentent également les services de prévention et de santé au travail inter-entreprises, à intervenir sur de quelle manière les SPSTI vous accompagnent. On terminera également ce webinaire en répondant à quelques-unes de vos questions. Donc, Muriel, Emmanuel, on vous écoute. Bonjour. Alors, les 4 missions des services de santé au travail pour une stratégie globale de prévention. C'est 1. Agir et sensibiliser. 2. Surveiller l'état de santé. 3. Conseil aux entreprises. 4. C'est la traçabilité et la veille sanitaire. Une de nos missions spécifiques, c'est accompagner les employeurs à la création et la mise à jour du document unique. Alors, les services de santé au travail mettent à disposition de leurs adhérents différents types d'aides à cet accompagnement pour rendre les DUERP plus efficaces, avec une prise en compte du risque psychosocial, du genre et du climat, afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Alors, est mis à disposition par les différents centres de services de santé au travail, des techniciens en santé au travail qui sont chargés de l'accompagnement individuel des entreprises à la réalisation et ou mise à jour du document unique. C'est ce qu'on appelle de la prévention primaire. Des ateliers collectifs. Alors, pour EPSA de Vosges, c'est EPSAT Academy. Également mise à disposition de différents logiciels d'aide à la réalisation du document unique, MDU et MDP pour EPSA de Vosges, c'est donc mon document unique et mon document de prévention, et un guide d'accompagnement avec des fiches de risque qui reprennent les principaux risques de l'INRS. Alors, aujourd'hui, on voit bien qu'il existe différents outils, il existe effectivement différentes entités, mais la finalité reste la même pour tous. C'est l'intégration des différents risques dans le document unique. Alors, concrètement, comment on intègre ces différents risques dans le DUERP?
On a créé un guide pour l'employeur qui reprend les risques sous forme de fiches. Donc ici, en exemple, les risques psychosociaux. On l'informe sur les RPS, on parle des dommages possibles, troubles du sommeil, dépression, TMS, et on le guide pour identifier les situations dangereuses sous forme de questions. Par exemple, les salariés sont-ils soumis à des pressions temporelles? Oui ou non? Les salariés travaillent-ils en horaire atypique? Oui ou non? Un danger est mis en évidence dès qu'une case rouge est cochée. On va également l'aider dans les mesures de prévention en lui citant des exemples, soit des mesures à envisager, à mettre en place ou existantes. Organiser la rotation et la polyvalence, organiser les moyens humains en fonction de la surcharge de travail prévisible. Notre psychologue de santé au travail anime également différents ateliers sur les risques psychosociaux à destination des employeurs et des managers pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Alors, quant à l'intégration du genre dans le document unique, alors, il est intégré dans le DUERP dès la création des groupes d'exposition homogènes, également dans les différents guides qui existent. Alors, je vais reprendre simplement, avant d'aller plus loin, la définition de l'OMS. Alors, sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes, variables d'une société à l'autre et modifiables. Comme nous l'a dit précédemment Frédéric, différencier, ce n'est pas discriminer, c'est enrichir la démarche d'évaluation existante. Alors, en tant que préventeur, on attire l'attention de l'employeur sur le fait d'être vigilant lors de l'évaluation des risques. Alors, en termes de risque psychosocial, sur les temps partiels subis, les postes moins qualifiés à niveau d'études égal, sur les métiers féminisés, sur le manque de soutien, reconnaissance. En termes de risques chimiques, on base notre réflexion sur la mise à disposition d'équipements de travail individuels adaptés. C'est de changer de poste les femmes enceintes ou allaitantes exposées au CMR, c'est valable également pour les hommes. C'est préciser l'importance de signaler son état de grossesse, par exemple. En termes de risques biomécaniques, c'est aménager les postes en tenant compte de la morphologie. Sur les équipements de protection individuelle adaptés, c'est définir des temps de pause adaptés aux efforts fournis, à la morphologie, à l'âge du salarié. Comment on prend en compte les modifications climatiques dans le DUERP? Là aussi, on aiguille l'employeur avec des questions sur les ambiances de travail. Travail en extérieur, en zone découverte, lors d'intempéries ou en période chaude. Et on lui cite des exemples de mesures de prévention. Possibilité de faire des pauses régulières, port d'équipements adaptés à la température et à l'activité, mais également affichage de l'indice UV du jour ou mise à disposition de vêtements adaptés au climat et à la morphologie. Pour rappel, il faut toujours privilégier la protection collective, par exemple des toiles d'ombrage à la protection individuelle, les casquettes. On vous a présenté des fiches de risque inclus dans notre guide, mais il faut savoir que nous avons un logiciel, mon document unique MDU, qui est également mis à disposition de nos adhérents, dont Muriel va vous parler. Alors, ce logiciel MDU, mon document unique, mis à disposition par EPSA de Vosges à ses adhérents, leur permet, alors, premièrement, d'identifier des situations de travail liées au risque, avec la présence de différentes questions. C'est un système de coche, en fait. Ça permet de préciser en détail les situations de travail, de noter les mesures de prévention mises en place mais à améliorer ou à mettre en place. Cet outil va leur permettre de quantifier le risque en termes de fréquence, gravité et maîtrise du risque. Cet outil permet une évaluation des risques et conduit à la réalisation d'un plan d'action, avec ensuite la rédaction de ce fameux plan d'action. Alors voilà pour la présentation des différents outils utilisés par les services de santé au travail. Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup. Voilà, on a presque respecté le timing. On va encore rester ensemble 5 petites minutes pour répondre à quelques questions. Donc déjà, je retiens à remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions, hein, chacun sur un sujet bien défini. Je souhaite quand même, pour conclure, rappeler à tout l'ensemble des personnes qui nous regardent, hein, qu'en tant qu'employeur, vous avez à disposition des nombreux partenaires, mais aussi des outils pour vous accompagner dans cette démarche, hein, que ce soit un service de prévention, un SPSTI, la MSA, l'OPP, BTP, l'ARACT ou encore la DRETS Grand Est. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. C'est effectivement une obligation de l'employeur, mais vous avez un nombre incalculable de professionnels qui sont à votre écoute et qui sont là pour vous apporter leur expertise. Cette présentation ainsi que le replay seront disponibles sur le site du PRST4, donc vous retrouvez là. N'hésitez pas à aller la consulter. Et donc, pour terminer, donc il y avait une question qui est apparue en réponse en direct. Il y a eu un petit bug technique, ça arrive. Donc, je vais simplement en reprendre et je laisse chaque intervenant pouvoir répondre. Alors, on nous a demandé s'il y avait un modèle type de DUERP, si on allait vous en mettre un à disposition. Dominique, je vois que vous avez répondu en partageant un lien sur la circulaire de 2002. Est-ce que vous souhaitez en dire quelques mots? Donc, il faut juste réactiver vos micros. Oui, sans être très long, en fait, cette circulaire de 2002 fixe le cadre général du document unique. Et c'est très intéressant, en fait, de le relire parce que finalement, il n'y a pas une obligation formelle. Il y a une obligation, en fait, de répondre à un certain nombre d'exigences et c'est bien, en fait, de les identifier parce que sinon, on se fait un petit peu piéger en disant, ouais, mais finalement, mon document unique, est-ce qu'il est recevable, pas recevable? Et puis, on s'impose à rentrer, en fait, éventuellement dans un format qui correspond pas toujours. Et donc là, c'est intéressant, voilà, de regarder ces principes, en fait, de base et après de prendre, en fait, l'outil. De construire. Exactement, ou de le construire. On peut prendre, à partir du moment où on regroupe l'ensemble des informations, on peut prendre du papier, crayon, enfin, il y a plein de modalités différentes. Donc, on voulait pas vous donner le sentiment qu'il y a une seule manière de le formaliser. C'est ça, hein, la forme, il n'y a pas de modèle type. Par contre, vous pouvez en retrouver et vous pouvez encore une fois vous faire accompagner par les différents acteurs pour vous aider à sa mise en place. Il y a une question posée concernant la température minimum dans les bureaux. Donc, on a parlé de la température maximum. Et donc, une question était de savoir, est-ce qu'il existe une température minimum? Donc, Monsieur Cap a apporté un élément de réponse. Je laisse Frédéric reprendre, oui. Oui, je vais compléter la réponse. Effectivement, le Code du travail ne fixe pas de limite de température minimale de travail, mais l'employeur a obligation d'assurer une ambiance thermique adaptée à l'activité physique des travailleurs. Il y a une norme AFNOR qui prévoit de 20 à 22 degrés. En revanche, l'INRS dit que pour un travail de bureau, la température de confort thermique se situe entre 21 à 23 degrés en hiver et 23 à 26 degrés en été. Voilà. Donc, il faut que le travail soit réalisé dans des conditions satisfaisantes. Merci beaucoup. On a eu enfin une question. Dans l'atelier de production uniquement des hommes, au bureau 2 hommes et 2 femmes, comment faire pour bien prendre en compte la différenciation des genres? Est-ce que l'on fait par service, voilà, je vois que Monsieur Cap avait apporté une première un élément de réponse en disant que ça devait se faire par unité de travail. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que l'on fait par unité de travail ou comment prendre en compte le genre? Voilà, je ne sais pas qui. Alors, unité de travail ou classe de risque. Et effectivement, en ce qui concerne la question de cette personne, s'il n'y a pas de femmes dans un atelier, bon, il n'y a pas à indiquer de différenciation, mais le faire en revanche dans le service administratif. D'accord. Allez, on va faire une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Une personne demandait si on avait des exemples d'accords QVCT dans l'industrie, très utile pour l'amélioration des RPS. Donc, c'est une question un peu ciblée.
Je ne sais pas, Dominique, peut-être. Est-ce qu'il existe des exemples ou, encore une fois, comme chaque situation peut être différente et qu'il faut construire sur la situation de travail réelle? Alors, il existe en fait, pas des exemples, mais il existe des accords qui sont voilà, disponibles en fait sur une base d'accords. Vous les trouvez en fait sur Internet, on pourra vous les mettre en lien. Et donc là, ça peut être une source d'inspiration. Mais évidemment, ce qu'on invite à faire, c'est dans le cadre d'un accord, d'une négociation collective sur la QVCT, c'est de préparer en fait une démarche, de travailler avec les instances, donc CSE, délégués syndicaux, représentants en fait de la direction, pour préparer en fait la démarche, évaluer ensemble de où on part en fait sur les questions de qualité de vie et de conditions de travail, et à partir en fait d'expérimentation, mettre dans l'accord les éléments de contenu spécifiques à son entreprise. On a trop vu des accords, notamment en fait sur l'égalité professionnelle, qui semblaient pas très riches ou pas très contextualisés à l'entreprise ou répondant à des actions qui étaient déjà prévues d'être mises en œuvre. Voilà, donc on invite sur la question de la négociation collective à faire un vrai travail de fond. Alors ça pourrait faire l'objet d'un webinaire nouveau sur tous les aspects liés au dialogue social et à la négociation collective. Ça peut peut-être être une suite. Et merci beaucoup, Dominique. Sur le site de Légifrance. Sur Légifrance, on trouve des accords. Monsieur Cap a partagé un lien. Donc, écoutez, je vous remercie encore à tous pour votre participation à ce webinaire. Vous recevrez donc la présentation et le replay directement par mail et ce sera également présent sur le site du PRST4. Donc, je vous souhaite à tous un bon appétit. Merci encore à tous les intervenants et bonne fin de journée et de week-end. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.